Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 27 avril. Nous commençons avec les condoléances du président de la République présentées ce dimanche à la famille des 4 victimes qui ont péri dans un glissement de terrain à Oran. Et suite à ce drame, une délégation ministérielle a été dépêchée sur place. La championne olympique algérienne Kaylia Nemour décroche la médaille d'or lors de la phase finale de la Coupe du Monde 2025 de gymnastique. Tenue au Caire, le président de la République lui a adressé un message de félicitations à cette occasion. À l'étranger, crime raciste et islamophobe en France, le meurtre d'un jeune musulman d'origine malienne vient s'ajouter à la longue liste des actes anti-musulmans qui se multiplient dans ce pays alimenté par des discours politiques et médiatiques nourrissant les sentiments de peur et de rejet. On en parle dans un instant. Dans cette édition, il y a également zoom sur ce projet d'envergure dont a bénéficié récemment la wilaya de Béchar, une station d'épuration d'eau usée de dernière génération qui vient répondre à un besoin notamment écologique en mettant un terme à la pollution du bassin de l'Oued Béchar. Bienvenue dans ce journal. Nous commençons avec les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présentées ce dimanche à la famille des 4 victimes qui ont péri dans un glissement de terrain dans la wilaya d'Oran. Voici le texte du message de condoléances du président. C'est avec une grande affliction et une profonde tristesse que nous présentons nos sincères condoléances à la famille des 4 victimes qui ont tragiquement perdu la vie dans un glissement de terrain ayant entraîné l'effondrement dans 5 habitations précaires à Oran, a écrit le président de la République. En cette douloureuse épreuve, nous prions Dieu Tout-Puissant d'entourer les défunts de sa sainte miséricorde et d'accorder un prompt rétablissement à tous les blessés. À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Et justement, suite au glissement de terrain survenu au quartier Sanobar, au chef-lieu de la wilaya d'Oran, faisant 4 morts et 13 blessés, une délégation ministérielle s'est rendue ce dimanche sur place, sur instruction du président de la République, pour s'enquérir des conditions de prise en charge des blessés en vue de trouver des solutions aux sinistrés. La délégation est composée du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, de la ministre de Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, accompagnés des directeurs généraux de la Sûreté nationale et de la Protection civile. Ils se sont rendus au service des urgences médicales du CHU, Dr Benzarjeb d'Oran, pour s'enquérir de l'état de santé des blessés et prendre connaissance de visu des conditions de leur prise en charge médicale. Le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'un recensement des dégâts sera réalisé, indiquant qu'un comité technique a été mis en place pour recenser les habitants se trouvant dans une situation précaire au niveau de la localité appelée Ard Shbat, au quartier Sanobar. De son côté, le ministre de l'Habitat a insisté sur l'importance de collaborer avec les services du contrôle technique afin d'examiner l'ampleur des dégâts. Écoutons le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Meret. Le déplacement de la délégation ministérielle à Oran a été ordonné par le président de la République, ce qui reflète encore une fois l'intérêt qu'il accorde aux citoyens où qu'ils se trouvent. Le drame qui s'est produit était indépendant de notre volonté. Il faut aujourd'hui trouver des solutions concernant les sinistrés et faire en sorte d'écarter tout danger pour les habitants de ce quartier, afin que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Avec la collaboration des autorités locales, nous allons faire en sorte que les habitants qui sont identifiés par le CTC comme étant en situation de danger soient relogés. Ils passeront la nuit dans leur nouveau logement. Nous disons en préambule, la championne olympique algérienne Kaylia Nemour décroche la médaille d'or lors de la phase finale de la Coupe du Monde 2025 de gymnastique du Caire. Le président de la République lui a adressé un message de félicitations sur son compte officiel, dont voici le contenu. Notre étoile olympique de gymnastique Kaylia Nemour remporte une médaille d'or au championnat du monde, une nouvelle consécration pour l'Algérie qui inspire la fierté. Merci Kaylia. Tous mes vœux de succès dans ton parcours. Félicitations championne, conclut le président de la République dans son message.
Un nouveau sacre donc pour la championne olympique algérienne de gymnastique Ayliane Emmour lors du concours des barres asymétriques de la Coupe du Monde 2025 de gymnastique qui se tient au Caire. La championne a décroché l'or devant la Slovène Irbar Lucia et l'Égyptienne Abdallah Djudi. Retour sur ce sacre avec Sarah Derbel. Encore une fois, Ayliane Emmour s'est montrée plus que parfaite sur les barres parallèles. Au Caire, en Égypte, la jeune prodige algérienne a une nouvelle fois éclaboussé la compétition de son talent, en décrochant une magnifique médaille d'or lors de cette Coupe du Monde de gymnastique. Avec une maîtrise technique exceptionnelle et une exécution d'une rare pureté, Kélia a confirmé qu'elle est l'une des meilleures gymnastes de sa génération. La jeune étoile algérienne a dominé cette finale avec une élégance et une précision qui forcent l'admiration. Son score est de 14 533 points. Une performance remarquable. Je suis très contente d'avoir eu cette médaille aujourd'hui. C'était la première Coupe du Monde que je refais depuis les Jeux. Donc je suis très contente et j'ai pris du plaisir. Alors, qu'est-ce que tu peux dire au peuple algérien ? Merci de me soutenir encore depuis toutes ces années. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Ça me touche. Cet exploit vient s'ajouter à un palmarès déjà impressionnant pour l'athlète de 18 ans qui enchaîne les performances historiques. Après une médaille d'argent au championnat du monde en 2023, une première pour une Algérienne, Kélia n'a cessé de repousser les limites, son titre olympique faisant d'elle la seule et unique africaine et arabe à avoir atteint ce niveau, l'a définitivement installée parmi les stars du sport mondial. Et l'histoire n'est pas finie. Kélia est encore en lice dans 2 autres finales, la poutre et le sol. De nouvelles occasions pour la gymnaste algérienne de continuer à écrire sa légende et de faire vibrer tout un peuple, voire même un continent. Ayliane Emmour ne se contente pas de gagner, elle montre au monde entier que tout est possible quand on y croit. Dans l'actualité internationale, ce crime raciste et islamophobe commis contre un fidèle musulman de nationalité malienne dans une mosquée du sud de la France vendredi dernier. Son assassin, un Français d'origine bosniaque d'une 20aine d'années, toujours en fuite. Un meurtre odieux qui fait désormais partie d'une longue série donnant un aperçu clair sur la montée de l'islamophobie et du racisme en France. Hamouche nous en parle. Le meurtre du jeune Malien devant la mosquée du Gard a bouleversé bien au-delà de sa communauté. Derrière ce drame, un visage, une vie et un jeune homme qui ne demandait rien d'autre que de prier en paix. Un assassinat qui s'inscrit dans un contexte de montée de l'islamophobie et n'est en aucun cas un fait isolé. Il y a du sang de partout. On voit d'abord le plus sa jambe qui était trempée, on voyait même plus la couleur de son jean. De combattre l'islamisme. Il survient alors que les actes anti-musulmans se multiplient en France, alimentés par des discours politiques et médiatiques stigmatisant fréquemment l'islam et les musulmans, nourrissant peur et hostilité, et installant un climat anxiogène aggravé par les discours haineux de l'extrême droite. Le fait de banaliser ces idées dans l'espace public a contribué à légitimer dans certains esprits des passages à l'acte violent. Le meurtre du jeune Malien devient tragiquement aujourd'hui le reflet d'une haine décomplexée dans un pays où le racisme et l'islamophobie sont parfois instrumentalisés à des fins électorales, désignant une partie de la population comme ennemie, simplement pour ce qu'elle est, pour sa foi ou pour ses origines. C'est une politique de misère qui conduit au chaos, qui conduit à la barbarie. Je suis persuadé que la majorité de la population n'en veut pas. Donc, contre toutes les mesures de division raciste, contre toutes les mesures de haine. Et pour bloquer cette politique qui conduit à la catastrophe, eh bien, il faut être le plus nombreux possible. Le meurtre lâche du jeune Aboubacar rappelle que derrière chaque statistique sur les actes islamophobes, il y a des vies brisées et des communautés qui vivent dans la peur. Les chiffres du ministère français de l'Intérieur
affirme que 173 faits anti-musulmans ont été recensés en 2024. Le Conseil français du culte musulman dénonce une atmosphère suffocante pour les musulmans de France, soulignant la libération de la parole raciste dans certains médias. Le collectif contre l'islamophobie en Europe signale une augmentation de 57% des actes islamophobes. Les femmes musulmanes sont particulièrement touchées et représentent 81% des cas. Le Conseil de l'Europe a également alerté sur la montée en France des discours anti-immigrés et anti-musulmans, notamment de la part de responsables politiques. Ce drame oblige aujourd'hui les autorités françaises à regarder en face de ce que devient une société où l'on laisse prospérer librement les discours discriminatoires et appelle à une prise de conscience collective pour que plus jamais la foi, la couleur de peau ou l'origine d'un être humain ne deviennent une condamnation à mort. Entamée le 30 mars dernier, la marche pour la liberté des détenus sahraouis a démarré d'Ivry en France pour se terminer à Knétra au Maroc. Halte entre le 23 et le 25 avril à Perpignan. Le groupe de marcheurs est arrivé par la suite en Espagne où, encore une fois, ils ont exigé le respect du droit international, la tenue d'un référendum et la liberté des prisonniers sahraouis. Compte rendu, Walid Yousfi. Après avoir parcouru plusieurs villes françaises, la marche de la liberté pour les prisonniers sahraouis arrive en Espagne. À chaque étape, la même revendication, la libération immédiate des prisonniers politiques sahraouis, notamment ceux du groupe Gdeymizik, symbole de la lutte du peuple sahraoui. À Perpignan, dernière halte sur le sol français, les participants ont lancé un appel à la communauté internationale. Leur message, soutenir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et faire pression sur le Marzen pour mettre fin aux détentions arbitraires. Aujourd'hui, plus encore parce qu'on parle de plein de peuples qui sont aujourd'hui opprimés, mais en tout cas les Sahraouis en font partie et je crois que ça fait aussi partie de nous quand on est progressiste et quand on veut la liberté pour tous, de pouvoir être derrière et de pouvoir cautionner ce genre de marche et en tout cas de travail pour la liberté. Pour témoigner notre soutien au peuple sahraoui, mais aussi le soutien pour les prisonniers politiques sahraouis qui sont aujourd'hui emprisonnés. La mobilisation ne faiblit pas. En Espagne, la marche devra traverser une grande partie du territoire pour continuer à sensibiliser l'opinion publique avec pour objectif de mettre en avant la cause sahraoui à l'échelle internationale et de rappeler que la question du Sahara occidental reste elle aussi en attente de solutions. Au Maroc, la situation socio-économique précaire plonge la population dans la pauvreté, une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous, en 2017, cette bousculade au marché de Sidi Boualem à Saouira, lors de la distribution gratuite d'aide alimentaire et dans laquelle 15 personnes avaient péri. Retour sur ce drame avec Emira Sefta. Regardez. Il y a 8 ans, des femmes de tous âges s'étaient rassemblées sur la place du marché Sidi Boualem, au nord-est d'Essaouira, dans l'espoir d'obtenir une aide alimentaire distribuée par un notable local. La foule était si grande qu'elle a provoqué une bousculade qui a causé la mort de 15 personnes et de nombreux blessés. Lors de la bousculade, je me suis retrouvée à l'hôpital pour recevoir des soins suite à mes blessures, survenues alors que j'étais parmi la foule pour recevoir quoi manger. Nous faisions la queue comme tout le monde. Tout se passait normalement. Nous ne pouvions pas imaginer que cela finirait en tragédie. Ce qui s'est passé à Essaouira n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens marocains vivent dans des conditions difficiles. Démolition des maisons, familles sans abri, appel à l'aide quotidien qui reste sans réponse. Cela fait 58 ans que je vis ici, au milieu de nulle part. Et maintenant, même cet endroit est visé. Et ils veulent s'en emparer. Qu'allons-nous faire? Où irons-nous? Nous sommes les enfants de ce pays. C'est un cauchemar. Ils ne nous ont rien donné, nous sommes sortis sans aucune aide. Nous n'avons pas de quoi payer un loyer, pas de quoi vivre ou étudier. Pourquoi sommes-nous les seuls à être touchés? Pourquoi nous sommes expulsés de nos maisons? Nous demandons juste à ce que nos droits soient respectés. À Essaouira, comme dans d'autres villages et campagnes du Maroc, la pauvreté n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une politique choisie par le régime du Marzen qui fait des promesses sans lendemain, laissant les citoyens sans soutien.
Et à Gaza, l'agression génocidaire sioniste se poursuit. Au moins 3 Palestiniens, dont 2 filles, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche dans un bombardement de l'armée sioniste sur le quartier Zaytoun dans la ville de Gaza. Cela coïncide avec le renouvellement de l'offre du mouvement de résistance Hamas de libérer tous les prisonniers encore retenus à Gaza contre une trêve avec l'entité sioniste. Plus de détails avec Raouf Hamouch. Regardez. À Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, la scène est déchirante. Sur des charrettes de fortune, des dizaines de corps de martyrs et de blessés sont évacués vers les hôpitaux. Après les massacres perpétrés par l'armée sioniste contre des familles palestiniennes entières. Il était environ minuit quand un avion de l'occupation sioniste a bombardé la maison où toute une famille a été brûlée vive. Le correspondant de la télévision algérienne à Gaza, Wissem Abou Zaïd, se rend ensuite sur l'un des sites des massacres commis par l'occupant sioniste, où des avions de chasse ont ciblé une maison de plusieurs étages. Les rares survivants tentent désespérément d'extraire des dizaines de martyrs et de disparus, majoritairement des femmes et des enfants ensevelis sous les décombres. Nous dormions depuis à peine 1 heure ou 2 quand tout s'est effondré sur nous. Nous avons été par la suite pris au piège sous les décombres, tandis que tout autour de nous brûlait sous les gravats. Nous avons pu récupérer 40 corps que nous avons extraits des décombres, mais beaucoup restent toujours ensevelis. Durant toute la nuit, nous avons transporté nos martyrs jusqu'aux hôpitaux, sans compter le nombre de blessés. Face à ce chaos, une question reste suspendue. Combien de souffrances encore avant que le calme ne s'installe sur ces terres dévastées? Et au sujet de la situation à Gaza, des centaines de personnes ont manifesté hier à Berlin, en Allemagne, pour condamner l'agression sioniste contre les territoires palestiniens plutôt, et exiger la fin du génocide à Gaza. Les manifestants ont en outre scandé des slogans tels que « Liberté pour la Palestine », l'entité sioniste est une tueuse d'enfants, et « Ouvrez les yeux, les enfants de Gaza sont en train de mourir ». Les forces d'occupation sionistes ont repris, rappelons-le, leur agression le 18 mars contre la bande de Gaza, après une interruption de plus de 2 mois consécutifs suite à un accord de cessez-le-feu. Retour au pays, le ministre de la Communication Mohamed Mziane a appelé ce dimanche à Alger les médias arabes à assumer leur rôle pionnier en produisant des contenus médiatiques objectifs et crédibles, présentés sous des formes innovantes et attrayantes, à même de contribuer à davantage de rapprochements interarabes dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux des réunions périodiques des coordonnateurs de radio et de télévision et des ingénieurs de communication arabes. Mohamed Mziane a exhorté les médias arabes à produire des contenus médiatiques porteurs de sens et instructifs, respectueux de la souveraineté, de l'identité et des potentialités économiques des États et fondés sur les principes éthiques d'éthique et de déontologie professionnelle. Écoutons. L'Algérie nouvelle est victorieuse, forte de ses dirigeants éclairés et de ses orientations nationales constantes à l'égard des causes arabes, demeure pleinement et résolument engagée à valoriser et à soutenir toutes les initiatives sincères visant à consolider les fondements de l'action arabe commune. Elle œuvre à promouvoir toute action qui profite aux États arabes et à même de préserver leur souveraineté, leur identité et leur indépendance face aux défis. يعود بالفائدة على الدول العربية بما يصون سيادتها واستقلالها. Je tiens à saluer les efforts de l'Algérie, pays frère qui abrite le centre arabe d'échange d'informations et de programmes. L'Algérie, terre des sacrifices, reconnue pour ses positions constantes et son adhésion sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune, aux démarches sincères visant à consolider les fondements de l'action arabe commune, à raffermir les liens de solidarité et de complémentarité entre les pays arabes et à œuvrer pour le progrès, le bien-être et la prospérité de leur peuple. Dans l'actualité nationale, l'arrivée au port de Djenjen Djidjel d'un navire chargé de plus de 10 000 têtes d'ovins et d'un autre chargé de plus de 14 000 moutons en provenance de Roumanie au port de Skikda. Ces opérations s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'importation de moutons pour l'Aïd al-Adha. L'importation du cheptel va se poursuivre jusqu'au mois de mai prochain afin d'atteindre le 1 million de moutons. Une mesure visant à répondre à la demande nationale à l'occasion de cette fête religieuse et à assurer la disponibilité du cheptel à travers les différentes wilayas du pays.
C'est un projet stratégique dont a bénéficié la wilaya de Béchar au sud-ouest du pays. Une station d'épuration des eaux usées de dernière génération qui vient répondre à un besoin écologique, celui de protéger l'environnement et la nappe phréatique, et ce en mettant un terme à la pollution du bassin de l'Oued Béchar. La station traitera par ailleurs les eaux d'une population de plus de 386 000 habitants à l'horizon 2040, nous dit Walid Yousfi dans ce papier. La station d'épuration des eaux usées de Béchar est l'une des plus grandes de la région. S'étendant sur une superficie de 15 hectares, elle traite chaque jour près de 17 000 m3 d'eau urbaine, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie des habitants. Elle est équipée d'un système de traitement tertiaire afin d'assurer une qualité optimale de l'eau. Actuellement, la station traite plus de 10 500 m3 par jour. Le contrôle est effectué de manière régulière, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il concerne l'équipement avec des opérations de lubrification et de graissage. Toutes les matières organiques résiduelles, même les plus fines, sont éliminées dans ces bassins. Vient ensuite le traitement chimique, une étape essentielle pour garantir une eau épurée, débarrassée de toute pollution. La station dispose de deux laboratoires. Le premier est dédié aux analyses chimiques et physiques, tandis que le second est spécialisé dans les analyses bactériologiques. Le procédé à bout activé est utilisé ici avec un débit quotidien prévu pour atteindre les 55 500 m3 à l'horizon 2040, soit l'équivalent des besoins de 386 000 habitants. La station est également équipée d'un système de traitement tertiaire. La réalisation de projets structurants comme celui-ci représente un pari d'avenir que l'État s'emploie à relever, misant sur l'épuration et la réutilisation des eaux usées. Objectif, garantir un environnement sain et préserver la ressource hydrique pour les générations futures. L'artisanat en Kabylie a souvent rimé avec le travail d'argent et ces bijoux confectionnés avec beaucoup d'amour et de patience. Dans une petite boutique du centre-ville de Tizi Ouzou, Malika lui perpétue avec passion cet art ancestral. Elle a été formée par son mari, mais elle préfère conjuguer savoir-faire traditionnel et touche de modernité, insufflant ainsi un nouvel éclat à ce patrimoine précieux. Amira Sefta, reportage, regardez. C'est dans son modeste atelier, situé en plein centre-ville de Tizi Ouzou, que l'artisane Malika Khloui s'affaire à confectionner de merveilleux bijoux en argent émaillé en compagnie de son mari, qui lui a inculqué les bases de ce savoir-faire ancestral. Pour Malika, l'orfèvrerie est une passion et un héritage. Les bijoux en argent représentent nos racines, c'est notre identité. J'ai l'amour de ce métier dans le sang. Je transmets ce savoir-faire à ces jeunes pour le préserver car je ne veux pas qu'il disparaisse. J'ai plus de 35 ans de métier en tant qu'artisan orfèvre, spécialiste du bijou kabyle en argent. J'aime mon métier. Nous commençons par faire fondre la matière première qui est l'argent. Pour chaque kilogramme d'argent, nous ajoutons 50 grammes de cuivre rouge. Après les avoir fondus, nous les transvasons dans les lingotières. Nous fabriquons également des plaques en argent selon l'épaisseur voulue. Là, je suis en train de fabriquer une broche qui est l'une des pièces préférées de la femme kabyle. Des pièces d'art voient le jour sous les mains expertes de Malika. Un travail artisanal authentique fait dans les règles de l'art, qui force le respect. Au fil des années, Malika a réussi à se faire un nom dans l'univers de la bijouterie traditionnelle. Aujourd'hui, elle veut le transmettre en prenant sous son aile de jeunes stagiaires. Le fait que l'Algérie ait déposé un dossier pour l'inscription du bijou en argent émaillé sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO nous encourage à aller de l'avant. Nous sommes vraiment contents qu'il y ait cette reconnaissance et que cet art soit préservé pour les générations futures. Je suis heureuse et fière d'apprendre un savoir-faire ancestral. Ici, dans cet atelier, je souhaite obtenir mon diplôme et continuer à pratiquer ce métier.
Je suis ici dans cet atelier en tant que stagiaire. Ce métier me plaît beaucoup et je me projette réellement dans l'avenir en tant qu'artisan orfèvre. Fière de détenir les secrets d'un savoir-faire ancestral, Melika aspire à le transmettre aux générations futures, en continuant à fabriquer et à réparer de beaux bijoux en argent émaillé sertis de corail, authentique ornement de la femme kabyle. Avec la fabrication du bijou kabyle, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information en langue nationale, ce sera à 20h. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.